Bonjour à toutes et tous, bonjour à celles et ceux qui sont dans cette salle ici à Rennes. Je salue également celles et ceux qui nous suivent à distance dans le cadre de ce webinaire en direct. Nous sommes réunis ensemble pour parler du maintien au travail et de la santé des seniors avec un cas d'école ici régionale en Bretagne, essayer de tenter de faire le point. Nous aurons le plaisir d'accueillir dans quelques instants des invités qui vont nous éclairer sur les différentes facettes de ce sujet passionnant. Je suis Xavier de Bontride, je suis journaliste à Rennes, cofondateur de MapInfo, le média des actions positives. J'espère qu'il y aura beaucoup de positifs autour de cette salle et des échanges que nous aurons ensemble dans quelques instants. Mais tout de suite, pour introduire le sujet, poser la problématique que nous allons aborder ensemble, j'invite Fabienne Collat, qui est la présidente de la Mutualité française Bretagne, à venir à mes côtés pour introduire notre réunion. Merci beaucoup. Fabienne, on va vous donner un micro. Voilà, celui-ci fonctionne très bien, il est allumé. Merci. Ne vous éloignez pas trop, restez dans le champ quand même, voilà, c'est bien. Là, c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous et un grand merci pour votre présence ce soir à Rennes et à distance. Peut-être pour commencer, un petit mot sur la Mutualité française Bretagne, pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, ce qui serait fort dommage, mais on va y remédier. Alors, à la Mutualité, on a à cœur de promouvoir l'accès à la santé et au bien-être de toutes et tous. Et en Bretagne, nous sommes chargés de décliner la politique de notre fédération nationale. S'il y avait deux missions à retenir concernant la Mutualité française, il faudrait retenir que c'est à la fois un syndicat professionnel et un mouvement social. Donc, en tant que syndicat, nous défendons l'intérêt de nos mutuelles. En ce moment, nous condamnons toutes les taxes qui pèsent sur les mutuelles, ainsi que les transferts de charges, dont ceux sur le dentaire. Alors, peut-être que vous n'êtes pas aguerris sur ces sujets-là, juste que ça a un impact énorme sur les cotisations de nos adhérents et que ça commence vraiment à nous questionner sur la soutenabilité des cotisations. Donc, c'est vraiment un vrai sujet. Donc, on fait le forcing auprès des députés. On vient de voter contre le PLFSS, projet de loi du financement de la sécurité sociale, donc à l'UNOCAM et à la CNAM, parce que nous considérons qu'il n'est pas à la hauteur des besoins de santé des Français et que quelque part, il met en péril notre système de protection sociale. Donc, une rentrée un petit peu chaude. En tant que mouvement social, nous participons au débat public sur tous les grands sujets de société. Alors, j'en cite quelques-uns. L'égalité femmes-hommes, on y est très attaché avec le réseau Mutel. Le grand âge, la fin de vie. On fera sans doute une table ronde d'ici la fin de l'année sur ce sujet-là. La santé mentale et puis, ce qui nous préoccupe ce soir, la santé au travail. Alors, je suis donc ravie d'introduire cette table ronde. Et en même temps, quelle prise de tête ce sujet. Faut pas nous dire ça comme ça. Parce que j'ai travaillé ma petite intro hier soir et j'avoue que c'est pas un sujet. C'est un sujet d'actualité. Moi, je suis dans le thème. J'ai 57 ans, je suis au travail, je suis senior, j'ai quelques problèmes de santé par moment. Donc voilà, je me sens tout à fait à l'aise pour en parler avec vous. Donc, j'ai même un peu regretté que la Mutualité française ait sorti un observatoire de la santé sur ce sujet, parce qu'autrement, on n'aurait pas eu besoin de traiter le sujet. Plus sérieusement, en fait, il y a tellement de situations différentes et d'injonctions contradictoires que ça devient un sujet complexe. Alors, j'ai recensé quelques situations. Je vais vous les nommer. Vous cocherez celle qui vous va le mieux. Moi, je vous dis tout de suite, c'est la dernière situation que je trouve la plus sympa. Alors, il y a les personnes qui aimeraient travailler jusqu'à l'âge pivot de départ en retraite et qui ne peuvent pas, du fait de problèmes de santé importants. Donc là, moi, j'y vois un sujet autour des dépenses de santé et de prévoyance. Il y a les personnes qui pourraient partir en retraite et qui ne le font pas, faute de ressources suffisantes, ou qui partent en retraite et qui reprennent un travail pour finir les fins de mois. Il y a les personnes qui recherchent un emploi, qui se sentent bien et qui ne le trouvent pas, parce qu'elles font face à des préjugés. Senior trop cher, senior pas efficace, senior pas motivé. Voilà. Il y a les personnes qui jonglent avec vie professionnelle et vie personnelle, qui doivent à la fois se préoccuper de leurs enfants, petits-enfants, mais aussi de leurs parents, parfois entrés en dépendance. Donc là, je rappelle que 70% des aidants sont actifs et plus de la moitié d'entre eux ont plus de 50 ans. Donc le rôle des aidants représente une charge importante avec un impact sur la santé physique et psychique.
Il y a les personnes qui partent en retraite à l'âge légal, mais qui ne profiteront pas longtemps de leur retraite. Et donc, ça interroge nécessairement sur la pénibilité du travail et les inégalités sociales de santé. Et j'ai recensé une dernière situation qui me plaît bien. Il y a les personnes qui partent en retraite à l'âge légal et qui vont profiter de leur nouvelle vie grâce à un revenu décent et une santé préservée. Et peut-être même qu'elles auront au préalable alimenté un compte épargne retraite. Ça, je vous l'avais dit, c'est quand même la situation qu'on peut espérer pour tout un chacun. Là, je vois également un sujet, système par répartition, système par capitalisation. Est-ce qu'il n'y a pas une petite dérive autour de cette idée d'épargner pour sa santé, pour sa retraite? Bon, en tout cas, moi, je suis bien contente qu'on ait choisi un journaliste pour animer la table ronde parce que c'est pas un sujet simple. Et puis, je suis très contente qu'on ait fait appel à des personnes ressources pour nous dresser un état des lieux de la santé au travail des seniors en Bretagne et pour nous parler des enjeux. Juste quand même vous dire plus sérieusement que parmi les propositions formulées par la Mutualité française Bretagne dans le cadre de son baromètre santé au travail, je retiens que nous, acteurs mutualistes, on a un rôle à jouer pour lutter contre les préjugés, favoriser la prise de conscience du monde du travail sur les déterminants d'un environnement de travail favorable à la santé, pour développer la prévention primaire, activité physique, alimentation, sommeil, soutenir le déploiement du sport santé en entreprise, pour accompagner la santé des femmes en entreprise et encourager la mise en place de données genrées, pour renforcer les opportunités de conventionnement entre les services de prévention au travail et nos structures de soins et d'accompagnement mutualistes, pour mieux prendre en compte les aidants, pour soutenir les entreprises dans la mise en place d'outils de prévention, pour militer en faveur de la généralisation de la couverture en prévoyance. En guise de conclusion, je citerai volontiers le président de la Mutualité française, Éric Chenu. La santé doit trouver pleinement sa place dans le monde professionnel. Face aux inégalités, il convient d'engager une réponse forte en prévention, en prévoyance, sur les inégalités et en faveur des conditions d'emploi des seniors. Pour cela, nous sommes convaincus du rôle des collectifs solidaires pour prévenir les aléas de la vie et assurer pour toutes et tous un bien-être au travail. Je remercie donc nos trois intervenants. Alors, le docteur Thomas Il est là, Bonnet. il va nous rejoindre dans quelques instants. Il peut même venir prendre place avec nous, docteur Arnaud Bonnet. Vous avez provoqué un petit peu de stress. Je ne sais pas si c'était du stress au travail, mais là, vous nous avez provoqué un peu de stress. Mais en tout cas, bienvenue parmi nous. Benoît Cafaro, voilà, qui va représenter le groupe Tribord, et Coralie Guillou, qui représente l'ARACT. Et puis, j'ai une pensée pour Ronan Le Guen, qui aurait dû être à la table ronde. Le président de Tribord. Donc, je lui souhaite une bonne convalescence. Et puis, si Ronan nous écoute, si tu nous écoutes, j'espère que tu as une bonne mutuelle et une bonne prévoyance, surtout. Voilà, ça, c'est du placement produit. Merci beaucoup. Très bonne soirée à toutes et à tous. Je vais récupérer votre micro, il va nous servir. Merci beaucoup, Fabienne, pour cette introduction. Voilà, je pose le micro là. Ils sont allumés, donc j'anticipe par avance les questions. Je me tourne vers celles et ceux qui nous suivent à distance pour vous informer que vous avez tout au long de ce webinaire la possibilité de poser des questions à travers le chat qui vous est proposé. Donc n'hésitez pas, nous prendrons le temps d'en prendre connaissance évidemment et de répondre aux questions qui seront posées. Donc vraiment cet espace est le vôtre. N'hésitez pas à vous en servir. Voilà, table ronde, trois témoins effectivement. Trois acteurs observateurs de cette question centrale du maintien au travail et de la santé des seniors. Coralie Guillou, chargée de mission à l'ARACT Bretagne. Je représente Benoît Cafaro, qui est le responsable des agences, le directeur opérationnel par intérim du groupe Tribord, une entreprise d'insertion dont le siège est à Brest mais qui rayonne sur le Grand Ouest. Et vous avez plus particulièrement ici à Rennes la charge de l'exploitation des déchetterie de Rennes Métropole. C'est souvent comme cela que les Rennaises et les Rennais vous connaissent. Et puis à mes côtés, le docteur Thomas Bonnet, qui lui est médecin et inspecteur du travail, donc qui est très très attentif aussi à cette situation de la santé au travail. On va commencer avec vous, Coralie. Je me tourne vers vous. Le micro est juste devant vous. Je vous invite à le prendre pour peut-être faire écho à une enquête qui date déjà un peu. Elle date de 2013-2014. Vous n'étiez pas à l'époque à l'ARACT Bretagne. Une enquête qui portait justement sur
les conditions de travail. Il y avait eu une analyse, alors j'ai regardé les chiffres, c'était 126 accords d'entreprise seniors, les plans seniors en Bretagne qui avaient été passés à la moulinette pour essayer de voir comment a été prise en compte cette prévention du travail. 10 ans après, est-ce que les choses ont changé? Je sais qu'il n'y a pas eu d'actualisation à proprement parler, mais vous avez quand même mené des études avec des petits ateliers sur cette question. Alors, je vais reposer rapidement le contexte. Effectivement, le 1er janvier 2010, les entreprises de plus de 50 salariés jusqu'à 300 salariés étaient invitées à mettre en œuvre des actions pour favoriser l'emploi des seniors. Et si les entreprises ne mettaient pas en place un accord ou un plan senior pour favoriser les actions, il y avait à ce moment-là une pénalité de 1% qui était reversée et qui était demandée aux entreprises. Donc effectivement, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail s'est associée avec des personnes de l'Université de Rennes 1 pour analyser 126 accords ou plans sur lesquels ils ont posé et identifié différentes typologies d'actions qui ont été mises en œuvre en posant au départ une théorie en disant qu'il pouvait y avoir 3 axes d'actions qui pouvaient être mis en œuvre. Un premier axe qui était plus en lien avec les processus RH, un deuxième axe plus en lien avec l'environnement et un troisième axe plus en lien avec effectivement l'individu dans son organisation de travail. Il est aussi en lien avec d'autres acteurs des relations interpersonnelles. Je me trompe ou on ne parlait pas beaucoup de santé déjà à ce niveau-là? Si, un petit peu quand même? En tout cas, au travers de ces différentes actions, pouvait être prise en compte la santé. Ouais. Mais ce n'était pas une entrée spécifique. C'était pas une entrée spécifique, c'était surtout une typologie pour identifier les différentes actions qui pouvaient être mises en place au sein des entreprises. Et était posée l'hypothèse qu'au regard de ces 3 axes-là, que ce soit process RH, que ce soit l'environnement ou les relations interpersonnelles, il y aurait autant d'actions dans chaque domaine, et à l'analyse de ces actions et de ces plans, ont été observés qu'il y avait eu beaucoup d'actions qui étaient en lien avec le process RH, donc des entretiens à mi-carrière, en lien avec le recrutement, en lien avec la formation. Et ça, c'était un gros paquet d'actions. Il y avait des actions aussi qui étaient en lien avec l'environnement de travail pour aménager des postes de travail. Ça, c'était moins important. Et il y avait une autre action qui était plus orientée donc, sur les relations interpersonnelles, sur le fait qu'on pouvait valoriser les compétences des seniors et qu'on pouvait également les accompagner dans le transfert de compétences. Donc il y a eu également des actions qui ont été identifiées comme ça, mais ce n'était pas non plus très important. Donc on voyait qu'effectivement beaucoup d'actions ont été mises en place parce qu'il y a beaucoup de process qui existent au niveau RH pour accompagner les seniors. Alors d'ailleurs, on n'a pas donné de définition, mais je pense qu'il y a peut-être autant de définitions que de personnes sur ce plateau. Le senior, on est senior à partir de quel âge Alors là, je vais te donner le... Alors, chacun a le droit de répondre. Dans le cadre légal, c'était à partir de 55 ans, il me semble. Quand, dans le cadre de Pôle emploi, il me semble que c'est 45 ans. Donc après, vous prenez la réponse qui vous plaît. Mais je peux peut-être passer le relais à d'autres personnes pour donner des précisions. Vous, docteur Bonnet, vous regardez ça à partir de quel âge ? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc d'abord, je suis vraiment désolé pour mon retard. Non, vous êtes là, c'est parfait, voilà. Tout va bien. Des contraintes imprévues de planning et puis les merveilleuses conditions de circulation rennaises. Tout va bien. Vous le savez. Donc voilà. Non, nous on considère senior, c'est à partir de 50 ans. 50 vous. Donc il y a les 55, 45, vous c'est 50. De votre côté, chez Tribord, qu'est-ce qu'on en dit Nous, on s'appuie sur le cadre légal, donc voilà, 55. Bon, d'accord, on sera tous d'accord. Donc c'est entre 45 et 55, avec un âge médian à 50, ça marche. Et alors, donc, pour complexifier la réflexion, c'est avec le recul de l'âge de la retraite, est-ce que cette référence va évoluer aussi ? Exactement, vous introduisez là effectivement une dimension qui va être un petit peu en fil rouge et sous-jacent de nos échanges. Alors vous nous rappeliez le contexte de cette étude et finalement... Les constats qui ont été menés et 10 ans après, on remet en question aussi ces constats-là pour voir est-ce qu'il y a eu une évolution
Et pour ce faire, mais alors là, à la toute petite échelle de la RACT Bretagne, il y a eu des ateliers qui ont été menés dans lesquels on s'est appuyé sur ces premiers constats pour repérer qu'effectivement, dans les entreprises, il y avait des actions pour accompagner les seniors vers la retraite, beaucoup d'actions individuelles, beaucoup d'actions au travers des entretiens, au travers du recrutement, mais par contre des actions dans lesquelles on interroge comment se fait le travail pour préserver le plus en amont possible les salariés, l'adapter et permettre surtout aux salariés, à toutes et tous de tout âge, de travailler dans des bonnes conditions et surtout d'arriver à l'âge de la retraite dans des bonnes conditions, c'était un peu plus difficile à identifier. Donc ça, c'est un constat un petit peu en demi-teinte que vous formulez. On n'est pas allé tellement... on est un peu resté sur notre faim, si vous me permettez l'expression. 10 ans après, il n'y a pas eu de bouleversement. À notre toute petite échelle, je dis bien à notre, à ce qu'on a pu observer. En tout cas, sur le territoire. Que les constats peuvent être similaires. On a, lorsqu'on a échangé entre nous pour préparer cette rencontre, vous me disiez qu'il y avait quand même un facteur qu'il fallait peut-être observer d'un peu près, qui était la présence au travail ou son revers de la médaille, l'absentéisme. C'est quelque chose que vous observez aussi un petit peu ? Ça, c'est parce que vous détournez un accompagnement qu'on a mis en place et qu'effectivement, quand on met en place des accompagnements, il peut y avoir une analyse démographique des travailleurs au sein de l'entreprise pour identifier... au travers de l'activité que les personnes ont, identifier après un périmètre ou une activité ou un service dans lequel on se dit qu'il pourrait être intéressant d'aller travailler, et l'absentéisme est évidemment un indicateur qu'on prend, qu'on observe, comme d'autres indicateurs qu'on utilise donc pour identifier et en tout cas pour périmétrer l'action qui pourrait être menée au sein de l'entreprise. Et alors qu'est-ce qu'il dit cet indicateur ? C'est comme ça qu'on l'utilise. Et qu'est-ce qu'il dit cet indicateur justement sur les dernières années ? Là, vous avez noté une évolution ? Nous, les indicateurs qu'on voit, c'est plus au niveau taille entreprise. Donc après, je pense qu'il peut y avoir des indicateurs au niveau régional ou au niveau des entreprises. Là, je me permettrai. D'accord. On va rester quand même sur cette thématique-là avec vous, docteur Thomas Bonnet. Vous êtes, je le disais, médecin inspecteur du travail. Et vous me disiez que quand on observe cette question du maintien au travail et de la santé des seniors, il faut avoir en tête la mise en œuvre d'une démarche qui date sur la réforme de la santé au travail. C'était en août 2021, je crois. Il y a eu dans la perspective de la réforme des retraites, mise en œuvre de certains dispositifs et dont on peut utilement aller regarder ce qui se passe pour comprendre la situation observée aujourd'hui. Expliquez-nous. Oui, alors en fait, cette réforme des retraites, cet allongement de la durée légale du travail a été étudié en partie sous le patronage d'un ex-secrétariat d'État qui mixait les deux aspects, le secrétariat d'État aux retraites et à la santé au travail, qui a mené de front du coup 2 projets de réforme, enfin en partie, mais qui émanaient d'une volonté de l'exécutif, à la fois l'allongement et des remaniements du régime des retraites avec un allongement de la durée du travail et effectivement une réforme du système de santé au travail, et notamment des services de prévention et de santé au travail, réforme qui s'est reposée sur des rapports un peu plus anciens, quelques années auparavant, qui s'est traduit par un accord national interprofessionnel et qui finalement s'est inscrit dans le droit par une loi d'août 2021. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, rapidement, pour son esprit ? Pour ce qui concerne notre sujet, alors elle aborde plein de points qui touchent à la structuration des services de prévention et de santé au travail. Voilà. Pour ce qui concerne les seniors, il y a 2 mesures en particulier qui vont être perçues par le législateur comme des mesures d'accompagnement de cet allongement de la durée du travail. C'est d'une part la formalisation dans le droit d'une pratique qui était ancienne mais informelle, la création des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc un système... La désinsertion, on va s'arrêter sur ce terme dans quelques instants. Exactement. Ouais. Et l'autre aspect qui touche au suivi des personnes, c'est notamment l'introduction d'une nouvelle visite, qui s'appelle la visite de mi-carrière. Aux alentours de 45 ans, c'est ça ? Aux alentours de 45 ans. Donc vous voyez qu'on s'approche de l'âge de définition du caractère de senior. On y fait quoi, cette visite ? Qui a plusieurs objectifs, mais qui, in fine, a pour but de commencer à sensibiliser les personnes
dans l'optique où il n'y a pas de problématique de santé déjà apparente, de sensibiliser les personnes aux enjeux du vieillissement au travail, hein, c'est ce que dit la loi, et donc aussi au fait que des personnes pourraient être amenées à reconsidérer leur trajectoire professionnelle si elles étaient exposées à des risques qui engagent le pronostic de leur aptitude à terme. On va poursuivre, mais je poursuis le tour de table en rebondissant sur cette information avec vous, Benoît Caffarou. Vous faites des rendez-vous, alors vous appelez ça comment, les rendez-vous de mi-carrière. On fait ça chez Tribord ? Vous avez mis ça en place pour vos salariés aux alentours de 45 ans ? Alors pour les salariés permanents, oui, ça se met en place. Ça s'est pas mis en place, ça se met en place. Voilà. Ouais. Parce qu'il faut préciser, vous avez raison de le faire. L'entreprise Tribord, elle est particulière. C'est une entreprise d'insertion. Il faut peut-être en définir un petit peu l'objectif, la finalité également, et du coup les profils des personnes qui sont insérées dans cette entreprise. Oui, alors une entreprise d'insertion, c'est une entreprise qui va être conventionnée par l'État pour accueillir des personnes qui sont donc exclues du travail pour différentes raisons. Alors je vais jargonner un peu, excusez-moi, vous me dites si c'est pas clair. Si c'est pas clair, je vous ferai préciser, rassurez-vous. Mais voilà, on parle de freins périphériques à l'emploi, un certain nombre de choses qui empêchent. Et qu'est-ce qu'on y trouve parmi ces freins? Alors, quelques exemples. Des problématiques de logement, des problématiques de santé, justement. On y est. Des problématiques de mobilité, merci, tout à fait, voilà. Je vois que dans la salle, il y a des connaisseurs. Des gens qui connaissent. Ouais. L'accès à l'emploi, c'est aussi l'accès physique à l'emploi. Mobilité, de plus en plus aujourd'hui sur un territoire comme Rennes, ce que l'administration appelle les primo-arrivants sur le territoire national, donc des personnes qui sont en migration. Et puis des jeunes sans qualification d'un côté du spectre et de l'autre des seniors. Tous ces gens-là, on est susceptible de les rencontrer chez Tribord. Tout à fait. Voilà. Donc de l'autre côté du spectre, des seniors qui n'arrivent pas à trouver d'emploi suite à une rupture dans leur parcours professionnel. Et donc c'est toute cette palette finalement de profils que vous accompagnez avec des méthodes qui sont aussi spécifiques dans cet accompagnement, on pourrait y venir. Sur les seniors, c'est une part importante de votre effectif ? Alors vous avez fait vos comptes avant de venir nous voir ? J'ai pas fait les comptes, j'ai pas fait mes devoirs, je suis désolé. Ça va surtout être très variable. On a des postes très différents dans l'entreprise et entre des postes d'équipier de collecte où je vais avoir une tendance à avoir une moyenne d'âge plus jeune que sur mes postes d'agent d'accueil de déchetterie que vous évoquiez tout à l'heure, on va avoir tendance à avoir une moyenne d'âge plus élevée. Et donc dans une entreprise d'insertion, donc déjà c'est proposer un emploi donc à des personnes qui n'arrivent pas à intégrer l'emploi dit classique, tout en étant dans le champ concurrentiel des entreprises tout à fait normales. Et bénéficier à côté d'un accompagnement pour lever ces fameux freins périphériques que j'évoquais tout à l'heure, redéfinir un projet professionnel et accompagner pour atteindre ce projet professionnel. Donc c'est une fonction SAX, une fonction tremplin, enfin, voilà, on utilise pas mal de comparaisons vers l'emploi classique, vers l'entreprise classique. On reviendra tout à l'heure avec vous avec peut-être des illustrations très concrètes de maintien dans l'emploi ou de retour à l'emploi pour des personnes seniors, mais à ce stade de nos échanges, je me dis qu'il est peut-être utile, et je me tourne vers vous Coralie Guillou à nouveau, de prendre un petit peu la mesure ici en Bretagne, puisque c'est ça qui nous intéresse, la part des seniors encore en emploi en Bretagne. Est-ce qu'on a des indicateurs? Est-ce que ce sont des statistiques qui sont facilement accessibles? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Vous avez ce type d'informations? Vous semblez étonné par la question, alors c'est peut-être pas chez vous que ça se passe, c'est ça? Oui, parce que nous, on n'est pas là, on n'est pas un organisme de statistiques, on est plus là pour accompagner les entreprises. Entreprises et collectivités aussi, vous faites les deux, je crois, et territoires. On est plus axé TPE-PME. Ouais. On a plus une mission pour accompagner les TPE-PME pour améliorer les conditions de travail et mettre en réflexion la manière dont se réalise le travail et comment il se réalise et avec qui et dans quelles circonstances pour lever les freins tout en s'appuyant sur le dialogue social. Donc vous n'avez pas ces chiffres-là. Donc j'ai pas ces chiffres-là. Il faudra se plonger dans l'observatoire de la santé au travail de Mutualité France. Après, on sait que la France n'est pas, au niveau Europe, n'est pas un des pays les mieux placés et que je pense qu'on est à 56% des seniors. Oui, j'ai un chiffre de 54,5% quand on ne sait pas, on est précis. En moyenne, en 2019, sur le taux d'emploi des 55-64 ans en France, contre 58,6% pour la moyenne de l'Union européenne. Donc ça valide effectivement totalement
votre constat. J'ai également noté qu'en France, près d'un salarié sur deux, c'est quand même beaucoup, n'est plus en emploi avant son départ à la retraite. Et ça questionne aussi l'allongement de l'âge de départ, hein, puisqu'on se dit mais c'est bien d'allonger, mais y aura-t-il encore des gens à travailler à cet âge-là? Ça a été un des grands débats de ces derniers mois. Et on voit aussi, et là peut-être que le docteur Bonnet peut nous éclairer là-dessus, parce que les arrêts maladie, ça passe par vous, les médecins et la médecine du travail, que cette durée, elle augmente avec l'âge. Hein, c'est la durée des arrêts maladie, et que 41%, je parle sous votre contrôle, des incapacités permanentes concernent des salariés qui ont justement plus de 50 ans, et seulement 11%, la différentielle est énorme, des salariés de moins de 30 ans. Donc plus on est vieux et plus c'est compliqué. Alors oui, en gros, c'est ça le message à retenir. Sur les données exactes, les chiffres sont bons, et peu importe, je dirais, l'idée c'est de comprendre un peu la dynamique, ce qui se passe finalement. Ce qu'on voit, c'est que peu importe que l'arrêt maladie soit professionnel ou non, vous parliez d'incapacité permanente partielle, ça c'est le circuit de la sinistralité professionnelle indemnisée, hein, qui définit et le taux d'IPP, quand il y a une incapacité permanente partielle pour un accident du travail ou maladie professionnelle qui est émise, ça signe une certaine gravité finalement. Ça veut dire qu'il y a probablement des séquelles, hein, plus ou moins graves, mais ça signe une certaine gravité. Donc tant sur la gravité, ça c'est important à retenir, tant sur la gravité que sur la fréquence des accidents du travail. Alors les accidents du travail, c'est la gravité, les maladies professionnelles, c'est la gravité et la fréquence. Ces deux phénomènes de sinistralité augmentent avec l'âge. Et effectivement, c'est le jour et la nuit entre la catégorie des 30 ans et même des quarantenaires et les cinquantenaires. Où là, effectivement, on voit à la fois les accidents qui ont tendance à baisser en nombre mais à augmenter fortement en gravité, et les maladies professionnelles, elles par contre, qui augmentent sur les deux aspects, à la fois en fréquence et en gravité, notamment à partir de 50 ans. Ouais. Et les troubles psychosociaux dont on entend de plus en plus parler, que vous observez aussi de manière très, très précise, est-ce que vous les voyez se développer ? Alors effectivement, la souffrance psychique liée au travail, c'est un sujet qui n'est pas facile, puisque c'est une problématique qui a toujours existé, qui touche d'une façon générale, qui touche indistinctement les plus jeunes et les plus âgés. Souvent en réponse à des facteurs de risque psychosociaux qui peuvent être un peu différents selon les générations, enfin en tout cas sur le ressenti des personnes, même s'il y a des facteurs de risque qui se croisent. Ça touche toute la population des travailleurs, ça touche plus les travailleuses que les travailleurs, hein, ça touche nettement plus les femmes que les hommes. Il y a une surreprésentation des femmes sur la souffrance psychique en particulier. Ça c'est vrai, quel que soit le sens dans lequel on prend les données, quelles que soient les données de sinistralité qu'on étudie d'ailleurs. Et après, ce qu'on observe depuis plusieurs années, depuis 10 ans à peu près, hein, c'est une tendance à l'augmentation des demandes de reconnaissance en maladies professionnelles, hein, notamment. C'est surtout le volet maladies professionnelles. Accidents du travail un petit peu plus aussi, on observe de plus en plus d'accidents du travail qui touchent à la sphère psychique, mais vraiment une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, des demandes en reconnaissance en maladie professionnelle qui augmentent de plus en plus depuis quelques années. On est présent, médecin inspecteur, dans les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, on les voit, ces dossiers, on les voit très bien, et on voit leur nombre augmenter. Est-ce qu'il y a un avant et un après Covid? On a tous un peu cette césure en tête pour tous les sujets, d'ailleurs, il y a un avant et un après Covid. Est-ce que dans le cas d'espèce qui nous intéresse, santé au travail, santé des seniors, est-ce que vous avez observé quelque chose de cet ordre-là? C'est une question qui est pas simple. C'est valable pour les trois. Coralie Guillou a peut-être aussi des éléments de partage. Je peux répondre pour ma part, pour le volet plus médical. Alors c'est complexe parce qu'on manque un peu de recul. Sur la sinistralité professionnelle en tant que telle, on n'a pas l'impression que ça ait changé tant que ça la donne. C'est-à-dire que le mouvement en particulier, vous évoquez la souffrance psychique, le mouvement de demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour burn-out essentiellement, hein, il était amorcé avant le Covid. Donc il se poursuit et on n'observe pas d'accélération particulière. Pas d'accélération
accélération particulière liée au Covid, même si le Covid, on le sait par l'étude d'un certain nombre de dossiers, notamment dans certains secteurs, notamment le secteur de la santé humaine et de l'action sociale, par exemple. On sait que la crise Covid a eu un impact très délétère sur la santé au travail des personnes. Sur les soignants en première ligne, en première comme on ligne, disait. En première ligne, mais toute la sphère de l'accompagnement social, médico-social, en a fortement pâti. Les organisations ont été bouleversées. Et l'introduction massive du télétravail, un petit peu à la hussarde aussi, a eu des effets un petit peu péjoratifs parfois. Donc sur le plan vraiment de la pathologie, on n'a pas l'impression que ça ait changé tant que ça la donne depuis le Covid. Par contre, ce qu'on observe, c'est un phénomène qui n'est pas inintéressant à décrire, qu'on ne comprend pas bien pour le coup, et qui est assez propre à la France finalement par rapport aux voisins européens. C'est un phénomène de désinvestissement finalement, de désengagement par rapport au travail. Des seniors comme des plus jeunes, ou c'est réparti? Comment ça se ventile? Sur ce qu'on peut, sur les études qui sont intéressées à ça, qui sont essentiellement des sondages, qui ne sont pas forcément très scientifiques, mais qui rendent compte quand même du phénomène. Ça touche l'ensemble des générations, cette distance finalement avec le travail, probablement parce que la Covid, la crise sanitaire a fait entraîner chez un certain nombre de personnes des bascules dans les vie pro, vie privée, c'est ça? Voilà, dans les priorisations, dans leur identité professionnelle et leur priorisation vie personnelle, vie professionnelle, entre la peur de mourir, la peur de perdre des proches, l'angoisse généralisée et le télétravail. Il semble qu'il y ait eu un switch dans la façon de prioriser les choses. Et en tout cas, ce que mettent en évidence certains auteurs, c'est un phénomène d'espèce de désinvestissement finalement de la sphère professionnelle. Très concrètement, ça se traduit comment ce désinvestissement? Ça rejoint peut-être la fameuse cellule dont vous nous avez parlé, de prévention de la désinsertion professionnelle. C'est lié ou ça n'a rien à voir? C'est un peu différent. C'est un peu différent. Alors, restons sur le sujet du désengagement. Alors, désengagement ne va pas forcément se traduire par un désinvestissement, comme vous avez dit. Désinvestissement, c'est les deux. C'est pas très scientifique, encore une fois. Donc, on peut utiliser l'un pour l'autre. Certains auteurs utilisent le terme de grande démission. Il y a ça aussi, le big quit, mais c'est plutôt pour les plus jeunes. Pas forcément. Encore une fois, on ne peut pas à ce stade faire. Enfin, moi, à mon niveau, je ne fais pas de distinguo de classe d'âge. Simplement, du point de vue des jeunes et du point de vue des plus anciens, ce ne sera pas forcément pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que du point de vue des plus jeunes, ce sera plutôt pour répondre à des aspirations, notamment vis-à-vis de la répartition du temps, vie personnelle, vie professionnelle, etc. Alors que pour les seniors, la santé va peut-être être primordiale. Pour les seniors, ce sera effectivement peut-être davantage la santé, peut-être aussi davantage le fait qu'ils prennent du recul par rapport à des organisations qu'ils ne reconnaissent plus. Parce que le Covid, ça a été ça aussi, ça a été un temps de pause. On se pose et finalement on fait le point sur un certain nombre de choses, dont ces conditions de travail, et on se rend compte, et ça on le voit très bien dans les dossiers de maladies professionnelles, que les seniors, les gens d'un certain âge avec un certain vécu, une certaine expérience, dans un certain nombre de cas, ne reconnaissent plus les organisations de travail dans lesquelles ils évoluaient. Simplement, ils n'avaient pas forcément pris le temps de se poser la question. De descendre de vélo pour se regarder pédaler, voilà, comme exactement, on dit. Exactement. Coralie Guillou, je me retourne vers vous justement par rapport à ce constat-là qu'on est en train de partager. Post et pré-Covid, vous avez un avis là-dessus, dans les observations que vous faites, les accompagnements que vous réalisez auprès des TPE, PME, j'ai bien suivi. Vous avez observé des choses dans ce domaine par rapport à notre sujet de la santé au travail des seniors? Après, dans les constats qui ont été faits, effectivement, on voit une intensification du travail qui fait qu'il peut y avoir une perte de sens aussi. Et de ce fait-là, ça touche toutes les générations. Ça touche pas que les jeunes, c'est ça. Pas que les jeunes. Et avec une charge de travail qui est observée aussi, et avec une réflexion sur quelle est l'organisation qui est possible à mettre en place pour pouvoir réaliser son activité dans des bonnes conditions, avec une charge de travail qui soit correcte, avec lesquelles on puisse se projeter sur du long terme aussi,
parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une intensification et sur du court terme, on se dit on peut tenir, mais sur du long terme, comment ça va durer? Alors justement, là, je pense qu'on a fait le constat à ce stade de nos échanges, que c'était une réalité elle n'était pas toujours facilement mesurable, je l'entends aussi, mais qu'il y avait sans doute en termes d'organisation, et on va y venir, c'est important, peut-être des aménagements, des possibilités de travailler autrement pour permettre justement de mieux prendre en compte cette question de la santé des seniors au travail. Est-ce qu'on peut, à ce stade de nos échanges, identifier, alors je ne sais pas si on peut les appeler des bonnes pratiques, mais il y a quand même dans vos organisations, je sais que vous les observez, des idées, peut-être, on va commencer par vous, Benoît Cafaro, voilà, 2 micros, un seul va suffire. Comment vous faites très concrètement dans des métiers dont on se dit qu'ils sont quand même assez physiques, il y a une intensité de travail physique posté. Bon, au bout d'un certain temps, travailler en déchetterie, j'imagine que ça peut engendrer des troubles musculo-squelettiques, des difficultés de cet ordre-là. Vous faites comment pour maintenir les gens dans l'emploi chez Tribord? Alors, ce que je crois que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que sur une entreprise d'insertion, tous les salariés qui sont en parcours d'insertion, on ne reste pas forcément chez vous, c'est ça l'idée? Ouais, de 2 ans maximum, le cadre légal. Alors, il y a quelques aménagements, enfin bon, bref, je passe, mais 2 ans maximum, une moyenne qui est plutôt aux alentours de 12 mois, qui s'est d'ailleurs raccourcie. C'est un turnover institutionnel, en quelque sorte. Exactement. Ce qui fait que, voilà, pour tous les salariés en parcours d'insertion, on n'a pas ces problématiques-là de maintien. Mais quand ils arrivent chez nous, ils ont tout un vécu professionnel antérieur, souvent qui peut être haché, souvent sur des postes, alors enfin, je ne vais pas faire de généralité, mais voilà, plutôt des postes physiques, des activités diverses. Donc même s'il n'y a pas de sujet de maintien, il y a un sujet de comment on fait pour que la personne qui rentre dans un parcours d'insertion, ce parcours se passe bien, puisse le mener jusqu'au bout, le bout étant l'intégration dans une entreprise classique ou une entrée en formation qualifiante permettant de continuer, enfin voilà, d'arriver au bout du tremplin et de faire le saut. D'arriver jusqu'à la retraite, c'est pas prévu ça? Alors, il y a eu, maintenant il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, une disposition supplémentaire. Précédemment, on n'utilisait que des CDD d'insertion, un CDD classique qui bénéficie de quelques aménagements dont sa durée, je rentre pas dans les détails. Le législateur a introduit un nouveau type de contrat qui est le CDI d'insertion. Et donc là, on est typiquement... I pour indéterminé, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, le contrat à durée indéterminée d'insertion. Là où avant, on n'était que sur du CDD, durée déterminée d'insertion. Et il est destiné, ce CDII, à des personnes qui ont fait un parcours d'insertion, qui ont plus de 57 ans. On est dans le sujet, voilà. Et où on se dit que l'insertion professionnelle, c'est pas forcément le sujet, ça va peut-être être compliqué parce qu'il y a encore des freins à lever, il y a encore des situations complexes. Et précédemment, on accompagnait des gens jusqu'à la sortie du contrat chez nous, tout en sachant que derrière, ils ne trouvaient pas forcément d'emploi. Enfin, il ne faut pas être naïf. Donc, au niveau de Pôle emploi, ils pouvaient être dispensés de leur obligation de recherche d'emploi, comme ça qu'on dit. Ce qui fait que voilà, Pôle emploi ne regardait pas s'ils cherchaient effectivement un travail, parce que là encore, tout le monde se disait, voilà, la retraite, c'est dans quelques années. La probabilité qu'une entreprise les embauche était quand même assez faible. Ouais. Donc ce C2I, c'est ça? Voilà, si on veut, permet de continuer un parcours d'insertion et d'accompagner jusqu'à la retraite. Vous en avez chez vous? Oui, on en a 4 à l'heure actuelle sur l'agence rennaise, avec pour le coup tout un sujet d'aménagement, d'accompagnement, donc au-delà de l'accompagnement insertion, d'aménagement sur le poste de travail. Et pour venir à la question, donc par exemple, alors typiquement c'est des profils que je retrouve plus chez les agents d'accueil de déchetterie qu'en équipier de collecte. Quoique, on a eu un équipier de collecte une fois qui allait jusqu'à la retraite chez nous. Équipiers de collecte qui sont derrière les bennes, c'est ça? C'est ça, les personnes qui sont à l'arrière des bennes et qui assurent la collecte des déchets ménagers.
Donc sur les postes d'agents d'accueil en déchetterie, on est sur des postes où il y a de plus en plus de doublement, voire de triplement des postes. Et du coup, on peut organiser des équipes mixtes avec un senior et qui va faire l'orientation, quelqu'un qui manipulera un peu moins. Qui va être un peu moins sur la manutention. Alors il y a peu de charges, de port de charges lourdes, mais il y en a quand même. Donc voilà, on va demander à l'équipe que celui porte un peu moins. Sauf qu'il ne faut pas non plus que ça reporte le port de charge sur ses collègues, qui même s'ils sont plus jeunes, ne doivent pas trop subir. Il y a une dimension managériale essentielle. Donc on est dans l'équilibre. Dans ce dosage. Et tout à fait. Et c'est vrai que dans nos entreprises d'insertion, on a organisé nos entreprises depuis longtemps sur justement l'intégration, l'aménagement, puisque turnover permanent, on veut dire qu'en permanence on s'adapte à des nouveaux salariés. Et au final, tout ce que l'on a mis en place à la base pour servir notre projet d'insertion et l'intégration de tous nos salariés en parcours se retrouve aujourd'hui être des solutions ou des bouts de solutions, tout au moins des débuts de solutions qu'il faut quand même aménager, mais des bouts de solutions pour le travail, le maintien dans l'emploi de seniors. Vous voyez Coralie Guillou qui vous attend, qui vous écoute avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Cette adaptation justement des équipes de travail, la manière dont on organise l'entreprise, c'est précisément ce que vous regardez de près à la RACT Bretagne. Il y a un exemple dont vous m'avez parlé qui je pense intéressant de partager justement à ce stade de nos échanges, c'est cette entreprise de logistique. Je crois que vous avez à la fois audité et puis accompagné dans sa réflexion. Surtout une entreprise d'une centaine d'entreprises. Mais oui, en fait, compte, nous, on part du principe qu'il y a le vieillissement au travail, qui est le vieillissement biologique, normal, mais il peut y avoir, c'est multifactoriel aussi, le vieillissement et l'environnement peut amener à un vieillissement prématuré ou voire à une usure professionnelle. Et là, on ne se dit pas qu'on vieillit au travail, on vieillit par le travail. Et donc, on met en réflexion qu'est-ce qui fait qu'au sein de l'organisation du travail, il y ait un vieillissement prématuré. Donc, quelles sont les situations de travail qui fait qu'il y ait une usure professionnelle qui se mette en place. Donc, ça se documente. Vous après avez la toute prévention. Une grille d'analyse pour ça. C'est surtout qu'on a une démarche projet qu'on met en place parce qu'on a aussi l'ambition de porter cette démarche-là pour qu'elle soit aussi portée par les acteurs de l'entreprise, qu'elle s'imprègne et après qu'elle la déploie toute seule et qu'elle la fasse perdurer. Donc effectivement, il y a déjà toute une réflexion sur les acteurs qui vont porter cette démarche-là de prévention au sein de l'entreprise et la mettre en réflexion et croiser les regards entre la direction et les représentants du personnel avec un enjeu, on partage déjà de quoi parlons-nous quand on parle d'usure professionnelle, quelle définition on donne. On n'est pas forcément d'accord là-dessus au départ. Hein. Non, mais en même temps, c'est ça aussi l'enjeu, c'est de croiser les regards et de trouver des compromis. Pour ensuite partager aussi les enjeux. Pourquoi on se met à travailler sur cette thématique-là au sein de notre entreprise au regard des difficultés qui sont présentes dans l'entreprise? Qui tire la sonnette d'alarme d'habitude ou qui alerte sur ces questions-là? Est-ce que c'est plutôt les partenaires sociaux? C'est la direction qui anticipe des problèmes à venir et qui dit oulala, il faudrait peut-être quand même qu'on se pense sur ces questions? Ça vient des deux côtés? Alors moi, avec le regard que j'ai actuellement, je trouve que ça vient des deux côtés, mais j'ai pas j'ai pas suffisamment de recul dans l'exemple que vous avez accompagné. Dans l'exemple qui a été utilisé, c'était plus un appel à candidature. Donc, et ça a été porté par la direction. C'est la direction. Donc une entreprise, on le dit, une centaine de salariés de logistique. Et là, vous avez travaillé, vous avez pris des notes pour vous souvenir exactement. Oui, c'est un cas intéressant. C'est un cas qui coche pas mal de cases dans son exemplarité. Voilà, donc dans un premier temps, il y a ce système d'acteurs qui se met en place, qu'on met en discussion. Et après, comme je disais tout à l'heure, on peut utiliser également les données démographiques de l'entreprise, les données sociales, pour identifier le périmètre. Et surtout, qui est aussi source de discussion au sein de l'entreprise, parce qu'on peut avoir des idées reçues en disant mais dans tel service, il y a beaucoup d'absentisme, c'est là où il faut aller, ou dans tel service, il y a beaucoup de personnes
seniors, et c'est peut-être là où on va concentrer notre réflexion là. Et le fait d'utiliser les données sociales met en réflexion qu'on s'appuie vraiment sur des données effectives, et ça peut donner d'autres projections. Et effectivement, dans cette entreprise-là, il y a eu 2 métiers qui ont été observés. Le métier de cariste, où ils se sont aperçus qu'il y avait essentiellement des hommes avec une ancienneté importante, avec lequel il y avait des accidents du travail et des maladies professionnelles qui étaient présentes. Et le métier de magasinier, qui était essentiellement tenu par des femmes, avec une faible ancienneté, mais un turnover important. Donc le fait de mettre déjà en lumière que sur ces 2 métiers-là, il y avait quand même des symptômes qui étaient identifiés, on a prolongé l'étude en disant on se concentre sur ces 2 métiers-là. Donc, ça a été une surprise pour l'entreprise en question. Elle se doutait qu'il y avait des problèmes dans ces 2 catégories particulières Pour le métier de magasinier, oui, parce qu'il y avait les ports de charge. Ouais. Pour le métier de cariste, un peu moins. C'est intéressant. Et de ce fait-là, après, on a pu continuer la démarche avec les salariés, donc avec les caristes, avec les magasiniers, pour identifier les situations de travail qui étaient source d'usure professionnelle. Et ils ont pu identifier, avec justement leur vécu professionnel, tout à fait identifié. Ils sont les mieux placés pour dire exactement quelles sont les difficultés. Si à chaque fois, on part des situations de travail qui permet justement de dire où est ma difficulté, et de mettre plus facilement aussi en discussion les difficultés, parce qu'on parle de leur réalité. On en parle facilement ou c'est compliqué? Est-ce que le savoir-faire justement de vos équipes pour peut-être aider à aborder ces questions-là qui sont parfois un peu tabous dans l'entreprise, comment les langues se délient sur des sujets comme cela? Déjà, tous les temps d'échange en amont avec les acteurs, sur les représentants du personnel et la direction, pour dire de quoi parlons-nous ensemble, c'est un travail essentiel aussi, parce qu'il permet de donner le cadre et de donner aussi des objectifs et de dire pourquoi on y va. Et qu'au sein de l'entreprise aussi, il faut aussi communiquer sur pourquoi on le fait, et comment on y va, avec qui on y va et qui on intègre. Et c'est des étapes qui sont essentielles. Ça, c'est un préalable indispensable. Et en fait, à vous écouter, Coralie Guillou, on comprend que c'est une véritable méthodologie qui est proposée et qui s'inscrit dans la durée. C'est bien ça. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller vraiment dans le bon ordre. Nous, on prône le fait que le dialogue social, c'est un levier pour améliorer les conditions de travail. Donc, on met aussi en situation, on fait en sorte que ce dialogue social, il soit possible. Et pour qu'il soit possible, il faut avoir un temps d'échange où on co-construit ensemble les points de repère. Résultat des courses pour l'entreprise dont on ne donnera pas le nom, mais dont on a cité le secteur. Ils ont changé les organisations. Il y a eu un avant et un après, là, pour le coup. Résultat des courses, il y a eu donc des sources qui ont été identifiées en lien avec la manutention, en lien avec l'environnement qui était plutôt vieillissant, et puis en lien avec les déplacements, le fait que l'entrepôt pouvait être encombré. Et sur chaque situation, après, il y a eu un temps d'analyse pour bien comprendre les difficultés, et effectivement, il y a eu des actions qui ont été mises en lien plus avec l'organisation du travail, sur le fait qu'ils ont voulu tester des nouveaux horaires avec des horaires décalés, qu'ils ont également défini des nouveaux parcours de picking. Il y a eu des actions qui étaient en lien avec l'environnement du travail, sur le fait les hauteurs de charge, c'est ça, non? Non, au niveau du sol, on fait compte de mettre un sol un peu plus adapté au déplacement. Et au niveau de l'équipement du travail, il y avait effectivement du matériel vieillissant, donc il y a eu un gros effort de fait sur l'achat de nouveaux matériels. C'est un bon exemple, ça. Je me tourne vers le docteur Thomas Bonnet. Quand l'entreprise, en dialogue, s'empare de ces questions de santé au travail, les solutions co-construites sont les bonnes réponses. Vous le constatez aussi, vous? Côté médical, cette fois? Oui, et de toute façon, ça ne peut être que de la co-construction, parce qu'en réalité, effectivement, l'implication du dialogue social, et plus largement l'implication des personnes qui vont faire le travail, le fait que les gens se parlent entre ceux qui conçoivent les organisations et ceux qui font,
C'est ça qu'on a du mal à créer. Et puis c'est pas, en général, la plupart des cas, c'est même pas cette barrière. En fait, elle remonte à Taylor, hein, la pratique du taylorisme, hein, de cette division verticale du travail. La parcellisation des tâches, c'est ça? Oui, et surtout la division verticale. Hein, c'est-à-dire que dans l'esprit de Taylor, les gens qui font le travail et les gens qui conçoivent les organisations, non seulement ne se parlent pas, mais ne doivent pas se parler. Et donc c'est un travail de déconstruction de ces représentations. C'est un modèle qui a un siècle faire. en même temps, donc on a le droit de le revisiter aujourd'hui. Oui, exactement. Oui, je vous le fais pas dire. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que quand la base, ceux qui font le travail, et c'est pas péjoratif hein, quand je dis la base, c'est vraiment les travailleurs, et leur hiérarchie et l'encadrement intermédiaire, tout le monde est autour de la table, discute. Alors le plus souvent, ça passe par le dialogue social formel, hein, le comité social et économique par exemple, mais c'est quand les gens se parlent, voilà, que les opérateurs remontent les problèmes ou les dysfonctionnements, que la hiérarchie en tient compte, et que peuvent se mettre en place des vraies solutions. Hein, des vraies solutions qui, donc, par définition, co-construites. Mais c'est celle-là qui marche et ça, on le voit effectivement. Oui, c'est noté. Vous avez des exemples aussi dans votre observation récente d'initiatives qui peuvent peut-être, voilà, je m'avance en disant ça, mais qui peuvent peut-être parfois relever de l'observation ou du bon sens et qui améliorent vraiment les choses? Alors, je ne suis pas le mieux placé pour parler de solutions qui marchent parce que, étant médecin inspecteur, faisant partie ce qui marche pas, d'une administration de contrôle, on voit plutôt ce qui ne marche pas et ce qui fait qu'on nous alerte. Mais quand on échange avec les confrères, les consoeurs de terrain, avec les préventeurs de tout type, avec nos collègues de l'ARACT, effectivement, il y a de beaux succès, effectivement, tous les jours hein, sur le terrain, justement en s'appuyant sur l'expertise des préventeurs et surtout en se mettant autour de la table, les travailleurs et leur hiérarchie arrivent à mettre en place des organisations qui fonctionnent et qui sont moins toxiques et qui arrivent même à lever certains risques parfois. Est-ce qu'il y a des spécificités, je suis toujours sur notre sujet du maintien au travail et de la santé des seniors, est-ce qu'il y a des spécificités particulières à prendre en compte? C'est une question valable pour tous les trois, pour cette tranche d'âge spécifique de travailleurs. Coralie Guillou. Alors, je sais. En tout cas, on a vu qu'il y avait quand même des leviers pour travailler sur l'usure professionnelle. Il y avait tous les leviers qui sont en lien avec la santé, sur le fait qu'il puisse y avoir un cumul d'exposition du travailleur aux différentes contraintes qui sont liées au travail. Mais on sait aussi qu'il peut y avoir des régulations qui sont possibles en situation de travail avec le soutien du management, avec la marge de manœuvre, l'expérience. Donc ça, là, on va peut-être être plus sur l'engagement, sur la motivation du salarié. Ça passe par l'aménagement du temps de travail aussi ou pas, cette question-là? Parce que c'est un des grands débats de ces derniers mois et semaines. En introduction, on a eu le fait qu'à partir de 50 ans, en tout cas, il pouvait y avoir des activités plurielles avec le statut d'aidant. Et que peut-être que le fait de concilier la vie personnelle avec ce statut d'aidant et la vie professionnelle, ça peut aussi être un facteur de motivation. Vous observez justement des organisations qui s'engagent dans cette voie spécifiquement sur ce type de profil d'âge, de tranche d'âge, d'aménagement, ou est-ce que c'est encore assez marginal? Difficile à dire. Une question difficile à répondre. C'est-à-dire des organisations qui soient centrées sur le qui bien-être au travail effectivement de pour des personnes arrivant à l'âge que nous avons évoqué, offre la possibilité d'un aménagement du temps de travail, d'une réduction progressive, etc. Est-ce que c'est dans le souci de la préservation de la santé? Alors, il peut y avoir des... Coralie va répondre aussi. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge pour s'user. Donc cette réflexion-là, on peut l'avoir pour les seniors, mais on peut l'avoir aussi pour toutes et tous à tout moment dans le parcours professionnel. Il n'y a pas d'âge pour s'user, voilà. Exactement. Là, on parle des seniors avec les aidants, mais je pense que jeunes parents, on a concilié avec des jeunes enfants qui ne font pas leur nuit. Je pense que ça peut être aussi intéressant de mettre en réflexion. Donc, et c'est une piste que vous voyez saisie de plus en plus ou pas tellement encore aujourd'hui? On sait aussi que le travail est source de bien-être. Donc après, c'est concilier... Un équilibre, vie privée, vie personnelle, vie professionnelle. Le docteur Bonnet nous en parlait. Je vais me tourner vers François qui modère le chat de l'autre côté de l'écran. Est-ce que vous avez des questions déjà à ce stade, François? Oui, alors, quelques questions déjà, notamment
Sur les Français seniors, Joseph se demandait pourquoi les Français seniors sont-ils moins employés en France que dans d'autres États européens, et notamment il cite l'Allemagne. Donc il voulait avoir des précisions à ce sujet. Une bonne question, merci Joseph de nous poser cette question. Moi je l'avais notée aussi celle-là parce qu'elle elle est intéressante. Je ne sais pas qui peut répondre autour de la table ou dans la salle d'ailleurs, qui sait. Peut-être y a-t-il des experts. Est-ce qu'on a des infos sur une forme de spécificité tricolore sur cette question ? Vous avez le micro, vous avez la réponse Non, j'ai pas la réponse. Non. C'était en réaction à ce qui était dit avant. C'était pour dire dans notre plan senior, on a introduit la possibilité d'aménager le temps de travail. Ouais. Pour le moment, ça a été assez peu saisi, mais là, on a une demande sur le sujet qui vient de tomber. C'est dans l'actu, comme on dit. Il y a une semaine. Après, et que vous allez regarder de près. Et qu'on va regarder de près, évidemment. Mais effectivement, dans le plan senior, on l'avait prévu. On voit une plus grande fatigabilité chez les seniors. Les jeunes parents... ils ont parfois des nuits hachées, mais le matin, ils restent à peu près frais, ce qui est moins le cas. Enfin, voilà, c'est une réalité de récupération plus rapide qu'on vit dans nos entreprises, peut-être. Ouais, je sais pas, je suis pas médecin pour le coup. Pour répondre à Joseph, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Il y a une représentation, clairement, du travail. Pourquoi cette représentation, du travail des seniors, pourquoi cette représentation est différente chez nous que chez nos voisins ? Est-ce que ça vient de l'employeur ? Est-ce que ça vient de notre représentation collective de l'employabilité au-delà d'un certain âge? Vous avez des explications là-dessus Alors, je me méfie toujours des données chiffrées qui sont qui sont sorties de leur contexte, exactement, et puis qui ont tendance à dire, regardez, là-bas on fait mieux, donc il faut qu'on fasse comme eux. Là, je m'en méfie beaucoup, parce que je pense que les systèmes et les organisations ne sont pas comparables même d'un pays ouest européen à un autre. Les historiques sociaux sur l'évolution de la question sociale ne sont pas les mêmes non plus, et les conditions de travail ne sont pas forcément systématiquement les mêmes à tous les niveaux. En tout cas, ce qu'on peut observer sur les données en étant un petit peu plus précis, c'est que le taux d'emploi en début de la décennie, 50-60 ans, en début de décennie, les taux d'emploi sont similaires en fait en France, en Allemagne, partout. Il y a un décrochage après. Le décrochage est après est plus marqué à partir de 55 ans et surtout à partir de 60 ans. Mais je rassure tout le monde, à 64 ans, l'Allemagne c'est pareil, c'est comme nous, c'est-à-dire avec un taux d'emploi qui s'effondre aussi littéralement. Donc les Allemands ont peut-être la capacité de tenir 2 ans de plus que nous, mais guère plus. C'est les Japonais qui vous intéressent, je crois, dans les comparaisons internationales. Expliquez-nous. Ah oui, ça c'est un point intéressant aussi, c'est que si on se met à chercher des comparaisons pour pousser dans un sens bien précis, on peut toujours trouver encore meilleur ailleurs. Et le Japon est un exemple parfait de ça, mais aussi parfaitement incomparable à la situation française. Puisqu'effectivement, au Japon, donc c'est un des pays qui a le taux de centenaire le plus important, qui a des conceptions sur la place des seniors dans la société qui sont aussi très différentes et qui la société en fait s'arrange pour les intégrer à tous les niveaux, y compris au niveau professionnel. Une solidarité intergénérationnelle beaucoup plus marquée que chez nous. Il y a une solidarité couplée avec une application de règles d'hygiène de vie différentes qui fait que la santé des seniors japonais est globalement meilleure. Globalement, meilleur, il y a toujours des exceptions, et que le système les accepte mieux, y compris au niveau professionnel, mais à tous les niveaux. Leur participation est reconnue, elle est valorisée, leur expérience aussi est valorisée. C'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire en France, c'est valoriser les acquis de l'expérience aussi, malheureusement. Et tout ça aboutit à une intégration qui est meilleure, qui n'est pas parfaite, parce qu'encore une fois, des personnes âgées ou très âgées, ça reste des personnes âgées ou très âgées, donc ils ne sont pas capables de tout faire non plus, ni de tout supporter. Et passé un certain âge, quand ils continuent de travailler, au-delà de 80 ans, comme on peut voir, en général, même chez eux, c'est pas par choix, c'est parce qu'ils n'ont des raisons économiques, c'est pour des raisons économiques. Mais ils peuvent le faire davantage en moyenne que les octogénaires français pour des raisons de santé publique et des raisons d'intégration sociétale. Oui, vous m'avez utilisé une formule lorsque nous avons échangé ensemble. Vous m'avez dit les Français vieillissent mal et ça se voit au travail.
J'ai dit ça? Ouais. Ah oui. Moi, je m'en souviens plus, oui. Enfin bon, peu importe. Mais oui, effectivement. On vieillit moins bien que d'autres, voilà, pour en comparaison. En caricaturant un voilà. peu, mais c'est pareil dans le monde anglo-saxon. L'espérance de vie en bonne santé en Europe de l'Ouest et aux États-Unis a tendance à la diminution. Elle n'est pas très bonne. L'espérance de vie en bonne santé, on est autour de 60 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y a pas déjà des signes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pathologie grave en moyenne jusqu'à 60 ans. Mais à 60 ans, ça commence à se dégrader fortement. Donc si on veut continuer à travailler dans ce contexte-là, c'est difficile. Et encore une fois, il y a des éléments qui sont liés, qui ne sont pas que négatifs pour les établissements qui ont trait à l'expérience, le vécu professionnel, etc. Le recul pris aussi au cours d'une carrière parfois la transmission longue. finalement. La transmission des souvent, savoirs, tout ça, on ne sait pas encore le valoriser correctement. Donc non seulement les seniors français ne sont pas en très bonne santé globalement, mais en plus de ça, quand ils pourraient travailler, en général, on les entretient dans des conditions de travail difficiles qu'ils connaissaient avant, mais on ne cherche pas forcément à les extraire pour valoriser ce qu'ils peuvent apporter, voilà, nonobstant leurs problématiques de santé. Alors j'imagine, Coralie Guillou, à l'ARACT Bretagne, que ce sont des thématiques que vous connaissez bien. Est-ce qu'on peut aller plus loin justement dans cette prise en compte des compétences des seniors qui viennent d'être rappelées et puis leur maintien? Alors on a donné quelques exemples, mais est-ce que vous avez systématisé ou identifié vraiment des leviers qu'il serait bon d'actionner davantage pour favoriser ce maintien? Moi, en entendant le témoignage, je pensais plus à la notion de parcours professionnel, où voilà, c'est les différentes étapes qu'une personne peut avoir au cours de sa vie professionnelle et des différentes expériences avec des transitions qui peuvent être subies ou volontaires, avec différents profils. Soit la personne est complètement stable, elle reste tout le temps dans la même entreprise, soit effectivement il peut y avoir des phases de transition avec de la formation ou du chômage, ou alors des phases de changement avec une forte mobilité. Mais dans tous les cas de figure, ça interroge sur comment on accompagne la personne dans son parcours professionnel pour faire évoluer ses compétences et s'adapter au fur et à mesure aux différentes activités tout en préservant sa santé. Et quand on voit qu'il y a peut-être des activités qui sont peut-être plus difficiles physiquement ou en tout cas contraignantes, comment les accompagner dans leur parcours professionnel pour, certes, il y a peut-être cette étape-là, mais aller au-delà de cette étape-là pour les préserver sur du long terme et leur permettre ainsi d'arriver à la retraite avec un état de santé qui soit bon. Le plan régional santé au travail que vous appelez, je crois, dans votre jargon, le PRST 4, parce que c'est le 4e du nom et qui porte sur une période dans laquelle nous sommes là pour quelques années, il s'attaque justement à cette problématique. Il y a des initiatives. Alors, pour les deux, fiche 11, ouais. Comment du PRST. Non, il y a une action qui est plus en lien avec la prévention de l'usure et de la désinsertion professionnelle. Donc, dans lequel on peut inclure les seniors. On peut, ça veut dire qu'on ne le fait pas forcément, c'est ça? Qui aujourd'hui est plus en réflexion pour savoir justement comment on met en place ces cellules de désinsertion professionnelle. Donc c'est tout un travail entre les différents partenaires. Mais là, je vais plus laisser Thomas en parler parce que c'est plus la DES qui pilote sur ce... Oui, du coup, effectivement, il y a cette action sur la prévention des insertions professionnelles. On ne fait pas de focus sur les seniors puisque c'est une prise en charge globale en fait de la question, parce que le risque de désinsertion, il touche toutes les classes d'âge. C'est simplement que les travailleurs seniors sont statistiquement plus à risque d'être désinsérés pour raison de santé. Mais ça, c'est voir le chapitre précédent. Voilà. Voir tous nos échanges. Bon, ceci dit, c'est du bon sens aussi, mais c'est quand même une réalité. Mais par contre, on peut être désinséré professionnellement pour tout un tas de raisons, dont les raisons de santé et
même en tenant compte simplement des raisons de santé, ça peut toucher toutes les classes d'âge. Donc l'idée du groupe de travail et de l'action, c'est plutôt d'amorcer des réflexions structurelles sur le fonctionnement de ce système qu'on appelle les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, qui vont prendre en charge forcément des situations de seniors au travail, mais pas que, et s'arranger pour que structurellement, ils aient une capacité de fonctionner de bonne façon pour l'ensemble du public. Parce que vous en parlez au futur proche, c'est pas complètement encore engagé, c'est ça? C'est en cours, cette construction, cette structuration est en cours, sachant que c'est des choses que les services faisaient depuis très longtemps. Le maintien en emploi, ça s'est structuré par le droit un petit peu plus rigoureusement, et dans le cadre du PRST, on essaie de structurer encore plus. Mais l'idée, de toute façon, c'est que les recettes du maintien en emploi sont les mêmes, quel que soit l'âge. C'est-à-dire qu'on cherche à améliorer les conditions de travail. On peut prendre en compte différemment suivant la situation des personnes. On peut intégrer des spécificités propres aux seniors dans nos réflexions, mais in fine, la démarche sera la même. C'est l'amélioration des conditions de travail au sens large, et qui doivent bénéficier à tous. Merci pour cet éclairage, c'est important. Est-ce que du côté de nos amis internautes, il y a d'autres questions, François, à ce stade? Et puis on pourrait en prendre dans la salle aussi, en direct. Oui, pour rebondir un peu sur le travail intergénérationnel, Fabrice se demandait quelles actions concrètes on pouvait mettre en place justement pour faciliter ce travail intergénérationnel entre jeunes et seniors dans l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a des initiatives? Est-ce que, je sais pas, chez Tribord, par exemple, vous avez mis en place, vous, entre jeunes et moins jeunes, des actions particulières? Vous évoquiez, c'était intéressant, qu'il fallait que ça soit bien compris par les équipes au plus près du terrain, que si le plus âgé porte moins, il faut que les autres ne portent pas davantage, ou en tout cas comprennent pourquoi ça se passe comme ça. Oui, tout à fait. Donc, là encore, je dissocie en permanence dans mon propos les salariés en parcours d'insertion des salariés permanents, mais au final, sur ce point-là, c'est la même chose. On a dans nos équipes d'encadrement, le sujet pour elles, c'est en permanence de s'adapter justement nouveau public permanent, en fait. Nouveau public permanent. Ils ont des nouvelles personnes dans leur équipe, et voilà, en permanence, il faut s'adapter. On a vu aussi, alors moi ça fait quelques années maintenant, 2 décennies que je suis à Tribord, on a vu le public aussi que l'on accueille fortement changer. Et donc là encore, il a fallu s'adapter. Ce qui est intéressant quand la mutualité française s'est rapprochée de nous pour savoir si on pouvait témoigner, ce qu'on a trouvé intéressant avec Ronan Le Guen, donc mon patron, c'est que dans une entreprise d'insertion, on a souvent vu les problématiques que les entreprises... Vous êtes un peu en avance de phase, hein, c'est ça? Tout à fait, on l'a souvent vu. Donc on a eu les problématiques de logement dès les années 90, on a vu les problèmes d'intégration de personnes qui arrivaient sur le territoire national et qui avaient des difficultés donc à trouver... Voilà. On voit tout le temps en amont, donc peut-être que les problématiques que l'on voit aujourd'hui sur les seniors, c'est ce qui va arriver dans les entreprises, et évidemment, de toute façon, avec le recul de l'âge de la retraite, et aussi la situation de l'emploi actuellement, qui fait qu'à un moment, les entreprises sont peut-être obligées de se tourner un peu plus vers ceux vers lesquels elles ne se tournaient pas assez avant. Donc, pour en revenir à la question, excusez-moi, Non, les actions concrètes, c'est ce que demandait, je crois, voilà, Fabrice, c'est ça? Sur les actions, on avait un binôme à un moment de chef d'équipe, une très jeune et un senior qui est parti à la retraite depuis. Et voilà, et tout dans la constitution du binôme. Alors ça se provoque pas. C'est pas parce qu'on dit tiens, toi, ça se décrète pas. Toi senior, tu as de l'ancienneté, je vais te mettre le petit jeune, tu vas lui expliquer. Puis toi petit jeune, tu as la force, tu vas pouvoir seconder. Ça marche pas comme ça. Ça marche vraiment quand le manager vient accompagner la constitution de l'équipe, poser les choses. Pour revenir au port de charge dont on parlait tout à l'heure, c'est pas bon alors un tel là il est un peu plus âgé que toi, donc c'est toi qui vas porter, parce que ça se passe pas comme ça. Le dialogue est indispensable. On doit être effectivement dans le dialogue, dans la bonne compréhension des deux parties, dans la concertation. On parlait de concertation tout à l'heure entre représentants du personnel et direction. Là encore, c'est dans la constitution de l'équipe. Chez nous, une équipe, c'est souvent 2, mais voilà, dans la constitution de l'équipe, comment on est dans la concertation, on explique les choses. Et en fait, tout naturellement,
à dire bah oui, attends, ne va pas porter cette machine à laver pour la mettre dans le local, je vais m'en occuper avec le diable, voilà, et toi, concentre-toi sur d'autres tâches, et on se répartit le travail en bonne intelligence. Donc voilà, donc je crois que ça se décrète pas, c'est pas une injonction à avoir aux équipes, parce que ça ne marche jamais. Merci pour votre témoignage, Benoît. Je voyais Coralie qui vous écoutait attentivement. La question des actions concrètes, c'est vrai qu'on a tous envie de savoir les recettes qui fonctionnent. Est-ce que vous en avez déjà évoqué plusieurs qui passent par l'écoute, par le temps long aussi, c'est important, ça ne se décrète pas d'un claquement de doigts. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore à ce stade de nos échanges, Coralie Guillaume? Là, c'était des actions concrètes pour les relations intergénérationnelles, c'est ça la question. Il y a toute cette notion aussi de sens au travail qui interpelle aussi tout âge. Et il y a une entreprise là, qui nous faisait part de la mise en place de l'action de formation en situation de travail pour transférer les compétences des personnes qui ont de l'expérience vers des personnes qui ont moins d'expérience, avec des temps qu'on appelle des temps de réflexivité, qui est plus un temps de mise en discussion de la manière dont est fait le geste, non pas pour dire ça c'est mal fait, mais pour comprendre pourquoi il est fait comme ça et quel était l'intérêt de le faire comme ça. Et ça se développe de plus en plus. C'est possible d'y après, ça, c'est un accéder. dispositif propre aux OPCO, mais qui est un qu'on peut dispositif en tout solliciter cas pour ça. qui semble, en tout cas, au regard de l'objectif de l'entreprise qui était de créer une relation entre les personnes avec de l'expérience et les personnes avec moins d'expérience, c'était un dispositif qui semblait répondre en tout cas à leurs besoins. Ça se développe en Bretagne? Vous avez des informations beaucoup dans le là-dessus? domaine de l'insertion. Ouais. Et Ils sont en avance de phase. Et au moment de Benoît nous le disait. l'intégration. Et au moment de l'intégration. Après, peut-être à développer pour faire justement le connaître partage aussi, de apporter à compétences. connaissance cette existence d'un dispositif qu'il est possible de solliciter via Aux les OPCO. OPCO. C'est ça. Hein. Merci pour l'info. Voilà, des mains se lèvent dans la salle devant moi. Je ne sais pas si c'est à moi de venir avec mon micro. Peut-être que oui. Oui, on va faire comme ça. Hein. Ça va être aussi simple. Voilà, je viens vers vous. Mireille Massot, merci. Merci. Y a-t-il un lien constaté entre la formation initiale, la formation continue et le bien vieillir au travail ? Question intéressante. D'ailleurs, ils prennent le temps de savoir qui va répondre. Merci beaucoup, Mireille Massot, pour votre question. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre c'est ça la question. Est-ce qu'il y a un lien entre le niveau de formation d'une personne, enfin, formation initiale, formation continue, y compris du coup dans la formation technique, mais aussi peut-être formation à sécurité, tout type de formation en fait. C'est pas forcément simple parce que pour dire il y a un lien, etc., il faudra des études. Là-dessus, j'ai pas notion qu'il y ait beaucoup de données. Ce qu'il est possible de déduire de ce qu'on voit du réel empiriquement, de ce qu'on observe empiriquement à partir du réel et de ce que nous dit le bon sens, hein, c'est que plus une personne se sera familiarisée d'une part sur les formations sécurité avec des règles de sécurité, et plus elle aura de bagages en formation initiale et formation continue, c'est-à-dire que c'est aussi vrai pour la compétence, plus elle aura de compétences et plus elle aura de savoir-faire et de savoir, plus ce sera simple de progresser dans sa trajectoire professionnelle, y compris à un âge assez avancé, parce que ce qu'on voit malheureusement, c'est que un certain nombre de seniors qui sont en difficulté, pour la population senior, hein, mais on peut transférer l'analyse sur les jeunes, c'est à peu près pareil. Moins les gens ont de diplômes de formation, que ce soit en formation initiale ou formation continue, moins ils ont développé de compétences, moins ils ont de savoir autre que ce qu'ils développent à leur poste de travail, plus ils sont du coup dans des situations de postes d'employés non qualifiés, entre guillemets. Ils ont des qualifications, mais ce pas des qualifications formelles. Et plus du coup le système, là c'est au sens large, hein, c'est la société au sens large, c'est pas que de la responsabilité des employeurs seuls, va les maintenir dans ces situations-là.
Et on sait que c'est dans ces situations-là, ces postes peu qualifiés, non qualifiés, que se trouveront les risques professionnels qui vont altérer le plus leur capacité à fonctionner jusqu'à un âge avancé. Je ne sais pas si c'est clair dit comme ça. Merci pour votre réponse. J'ai une autre question juste devant moi, monsieur. Merci. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous avez eu un retour sur les impacts du passage de la semaine de 5 jours à 4 jours, donc toujours chez les seniors, qu'elle soit subie, forcée ou alors un appel volontaire. Quoi. Merci. Merci pour cette question. Qui souhaite y répondre ? Passage de semaine à 4 jours, ça vous inspire quoi ? Il y a des études là-dessus, on a du recul un petit peu, docteur Bonnet ? Alors, je laisserai mes co-animateurs compléter pour ce qui concerne. On vous sent prudent sur le sujet. Leur point de vue, leur analyse. On manque un tout petit peu de recul, mais je vais parler de façon générale, de façon à ce que ce soit valable. On manque encore un peu de recul sur la semaine de 4 jours parce que ce n'est pas un dispositif qui est massivement étendu. C'est un dispositif qui existe, qui est appliqué par certains établissements, mais qui n'a pas encore un poids aussi massif qu'on le voudrait. L'idée que ça touche, c'est ce qu'on a déjà évoqué, l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. C'est en principe le bénéfice que ça de passer à 4 jours. Et ça touche une autre problématique qui est la durée du travail et la façon dont on condense une prescription de travail. Parce que si c'est faire 5 jours en 4, c'est compliqué, c'est ça c'est souvent vers ça qu'on va quand même. C'est-à-dire que ça, c'est un phénomène qui n'a pas été assez souligné en France, je trouve. Quand la généralisation de l'activité à 35 heures a été faite, la charge par individu n'a pas fondamentalement changé, sauf que le temps pour le faire a été contraint, réduit. Pour autant, malgré ce temps contraint, les travailleurs français, il y a des publications là-dessus, ont maintenu une compétitivité par rapport à des travailleurs d'autres pays qui avaient un temps de travail hebdomadaire plus large, comparable, similaire. Donc ils amortissaient par leur force de travail. Et ça, c'est la santé qui trinque à la fin ? Exactement. Parce que forcément que ça se paye au bout d'un moment. Donc ça dépend encore une fois des conditions de travail et de la façon dont on articule. C'est assez contre-intuitif, on peut s'arrêter un instant là-dessus, parce qu'on pourrait se dire on travaille moins donc on est en meilleure santé, mais pas du tout. Pas du tout. Et Coralie, vous avez envie de répondre aussi ou de compléter ? Dans quelles conditions est réalisé le travail et avec quelles contraintes qui peut y avoir autour environnemental, organisationnel. Alors sur la semaine de 4 jours, parce que c'était la question de monsieur, vous avez observé des choses aussi ? Dans quelle organisation c'est mis en place. Si c'est réaliser la même activité dans un délai plus contraint, on peut penser qu'il pourrait y avoir des contraintes sur une charge mentale, donc répercussions après sur le physique et le mental de la personne. Si l'organisation elle est adaptée pour, top, mais il faut bien le mettre en réflexion en amont, quoi. Encore la prise en compte du temps dans les... C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça peut, si c'est fait de façon harmonieuse entre le changement de paradigme de 4 jours à 5 jours, les conditions de travail, l'objectif qui est l'articulation vie professionnelle, vie personnelle, et qu'on adapte ces paramètres de façon un petit peu harmonieuse, c'est-à-dire c'est peut-être l'occasion de revenir dans la prescription de travail, le travail prescrit, et de repérer toutes les actions un petit peu parasites, tout ce qui n'est pas vital à l'exécution de la prescription de travail, qui pourrait être et qui, si c'est bien analysé, sont effectivement des charges supplémentaires mises sur les personnes dans le cadre de leur travail réel. C'est-à-dire que je prends les activités administratives en général. Vous savez que le tertiaire, c'est un énorme poids dans l'économie française, majoritaire, et les activités administratives peuvent comporter tout un tas d'anomalies de fonctionnement qui, en fait, alourdissent la prescription de travail. Mais à partir du moment où le travail est fait et le travail n'est pas réinterrogé, les personnes ne vont pas forcément s'en plaindre. Donc le fait de comprimer ce temps de travail, cette durée de travail, peut être l'occasion aussi de repérer tout ce qui ne va pas dans les organisations habituelles pour essayer de les alléger. Je ne sais pas si c'est clair, dit comme ça. Par exemple. L'autre exemple, c'est que ça peut être le signal que peut-être il faut augmenter l'effectif, par exemple, pour réaliser le même travail, chacun étant à 4 jours. Mais il faut embaucher pour ça, il faut former. Voilà, c'est ce genre de choses.
Alors, Fabienne Collat, présidente de la Mutualité Française Bretagne, souhaitait réagir ou compléter ou peut-être poser une autre question. Le micro est à vous. Merci. Ce n'est pas tant en tant que présidente de la Mutualité Française Bretagne, mais plus en tant que personne. Je m'interroge beaucoup sur les modifications des organisations de travail dans les EHPAD. Donc, pour favoriser l'attractivité des métiers, on est en train de se dire qu'il faut éviter un week-end sur 2 travailler. Donc, très bien. Et donc, pour y arriver, on augmente le temps de travail, c'est-à-dire au lieu de faire 7h50, on fait 12 heures par jour. Je ne sais pas si pour la santé des salariés, ça peut tenir très longtemps. Et pour le bien-être des résidents, je suis également assez dubitative. Alors je comprends bien que en même temps, elles vont faire des économies de transport, donc d'essence. Elles viendront moins souvent travailler, je dis elles, parce que c'est souvent des femmes. Ouais, c'est souvent des femmes. Que forcément, elles auront davantage de temps de repos, mais encore que je pense qu'après une journée de 12 heures, le lendemain, ça va être assez costaud pour récupérer. Je comprends bien qu'on essaye de trouver des solutions pour attirer dans les EHPAD, mais je ne suis pas sûre que ce soit pour la santé des salariés. Et je me dis que pour cette population-là, quand à 50 ans, on est cassé, c'est difficile de proposer une porte de sortie, quoi. On ne propose pas de solution alternative, si ce n'est l'invalidité, quoi. Je trouve qu'on a énormément de boulot à faire dans ce secteur-là. Merci pour ce qui est plus un témoignage qu'une question finalement. Mais on peut avoir une réaction. Peut-être Benoît. Oui, ce qu'on constate, nous, c'est un lien entre les deux questions, mais ce qu'on constate, c'est plutôt sur les jeunes générations, un souhait de compresser le travail, mais quitte à ce que ce soit le même volume, mais le compresser sur moins de jours, et plutôt sur des jours continus. Comme ça, je ne travaille pas le vendredi ou je ne travaille pas le lundi, ça me fait des plus grands week-ends, je peux aller faire du sport, etc. Enfin bon, voilà. Mais ne voulant pas... amputer mon salaire, donc du coup c'est le même volume de travail que je suis prêt à faire moins. Donc voilà, on en revient. Et ça c'est pour les plus jeunes, dites-vous. Pour les plus jeunes. Et à l'inverse, donc les moins jeunes. Les seniors dont nous parlons ce soir. Voilà, une demande plutôt, s'il y a demande de répartition du temps de travail de manière différente, c'est plutôt un aménagement de jours de repos ou de temps de repos, en tout cas dans la semaine, ce qui fait que je vais pouvoir travailler 2 jours, me reposer, refaire 2 jours ou 3 jours. C'est pas forcément en diminuant le nombre de jours. Sachant que chez nous, de toute façon, les sites sont ouverts ou les déchets sont à collecter. Si je travaille moins de jours, ça ne me fait pas plus de charge de travail. C'est juste qu'on sera plus nombreux à se le répartir. Mais voilà, on voit vraiment cette différence entre des jeunes qui veulent pas réduire, mais compresser en nombre de jours, et nos salariés plus âgés qui disent voilà, moi, une coupure dans la semaine, c'est plutôt quelque chose que je demande. Alors pas forcément le mercredi, parce que c'est plutôt pour les jeunes parents, voire les femmes mères isolées. Mais voilà, le mardi, le jeudi, peu importe, on voit vraiment cette différence entre les deux. Et ça, c'est relativement nouveau. C'est une tendance qui émerge depuis quelques années. C'est nouveau pour les jeunes, c'est plutôt jeune génération. Ouais. Je dis ça, moi je suis pas très vieux, mais quand même, les générations qui arrivent maintenant sur le marché du travail. Pour les personnes plus âgées, je sais pas. Peut-être qu'avant la question ne se posait moins. Mais en tout cas, on a ces demandes-là qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question de nos internautes? Non, toujours pas. Si. Peut-être j'en ai une dans la salle sans ça. Une dernière. Pour revenir à l'entreprise de logistique, est-ce qu'on a pu voir des résultats? Ça, c'est pour Coralie. Oui, des résultats notamment en termes de présence au travail et en termes d'arrêt maladie. Alors, je sais qu'il y a eu des résultats au niveau de l'absentéisme. Après, je n'irai pas au-delà parce que je ne suis pas allée regarder. Bon, vous reviendrez, on fera peut-être une suite de ce webinaire et on vous donnera l'info, un droit de suite comme on dit. En tout cas, merci. Je vous donne le micro, j'essaie de vous l'approcher. Voilà. Oui, bonsoir. Donc moi, Aymeric, je fais partie d'une jeune entreprise rennaise qui fait Jubilis, qui fait de l'accompagnement à la fin de carrière et à la transition retraite,
Du coup, ma question va, voilà. Ma question va porter là-dessus. On voit de plus en plus de gens qui avant leur départ à la retraite, sont assez anxieux et qui, après leur départ, font des dépressions, dépriment, voire dépression, le blues du retraité. Je voulais savoir quel était le rôle de l'entreprise dans la gestion de la transition retraite. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise? Est-ce que c'est le rôle de la société? Et comment on gère cette phase entre la vie professionnelle et la vie hors professionnelle et de retraité? Merci beaucoup pour cette question. Qui souhaite y répondre? Le docteur Bonnet va se lancer. Oui, je peux proposer des pistes. Alors, la notion entre départ à la retraite et état de santé, c'est quelque chose qui n'est pas assez étudié, clairement, parce qu'il y a de sacrés enjeux, en fait, en pratique. Parce que ce qu'on voit, c'est que, comme l'a dit Coralie à juste titre, le travail est aussi facteur de santé. C'est encore une fois, il y a une partie de l'identité des personnes qui va s'inscrire comme identité professionnelle. Hein. Je suis ce que je fais, en gros. Et pour beaucoup de personnes, ce sera vrai toute leur vie, hein, jusqu'à l'âge de la retraite et même après la retraite. Donc le travail peut être aussi un motivateur, hein, à se lever, à fonctionner, à rester en bonne santé, en fait, finalement. Quand les conditions de travail sont très difficiles, sont épuisantes, sont usantes et abîment la santé, effectivement, que de lever cette contrainte-là, ça va avoir un effet plutôt positif. D'autant qu'en général, quand les conditions de travail sont celles-ci, c'est pas tout le temps vrai ce que je vais dire, mais en général, quand les conditions de travail sont très dures, les individus seront de moins en moins attachés à leur travail émotionnellement, voire contents d'en partir. Par contre, quand c'est pas le cas, quand ils sont affectés, effectivement, ça peut entraîner des conséquences. Encore une fois, c'est pas assez étudié, mais empiriquement, on a l'impression que ça entraîne des conséquences potentiellement graves, hein, au-delà du la question du statut social aussi, hein, que l'on perd, dont on est dépossédé. Encore une fois, c'est une partie de son identité qu'on perd, et le fait de devenir brutalement inactif, parce que souvent du jour au lendemain, brutalement inactif, de perdre une partie de son identité, etc., peut entraîner des dépressions. Et on pense que ça peut entraîner l'émergence de pathologies aussi plus graves, comme ce qu'on voit beaucoup chez les médecins, hein, comme des problématiques cardiovasculaires, comme des problématiques de type cancer, voilà, qui peuvent. On sait que c'est des pathologies qui sont médiées en partie par les émotions et qui peuvent émerger. En tout cas, encore une fois, c'est pas très bien étudié, mais des choses qu'on voit. Alors comment on peut accompagner ça? Voilà, c'est des pistes un peu générales. J'ai pas franchement étudié à fond la question, si tant est qu'elle soit étudiable, en l'état de nos connaissances. Mais s'il y avait une démarche vertueuse à faire, ce serait peut-être d'évoquer cette ambivalence, en fait, cette dichotomie du travail, des liens entre travail et santé au moment de la retraite avec le salarié, de l'encourager peut-être, parce que de toute façon c'est prévu pour un certain nombre de salariés, à rencontrer son médecin du travail, par exemple, avant de partir, hein, pour faire un point sur ses expositions professionnelles tout au long de ta carrière. Ça, c'est le suivi post-professionnel, la surveillance post-professionnelle, mais aussi pour évoquer est-ce qu'il y a un suivi médical particulier à faire, est-ce que j'ai des peurs, j'ai peur d'être en retraite, j'ai peur de ne plus avoir rien à faire, ça me prend la tête. Est-ce que le médecin du travail, par exemple, a un conseil? Est-ce qu'il peut faire un lien avec le médecin de ville, le médecin généraliste? Est-ce que ces personnes-là n'auraient-elles pas besoin d'un suivi médical un petit peu rapproché, par exemple dans la première année qui suit la retraite, par exemple, pour faire le point sur psychologiquement comment ça va, physiquement comment ça va, que le contre-coup soit pas trop majoré. Et ça, au niveau de l'employeur, à part parler de ça brièvement et encourager justement l'attention du salarié sur le fait que ça peut avoir un impact sur sa santé, que c'est pas négligeable, que c'est une transition importante et que peut-être il faut en parler à des spécialistes, notamment des médecins par exemple, ça peut être une démarche un peu vertueuse. Après, il y a d'autres démarches qui ont existé, notamment dans des grands groupes, qui ne peuvent pas être mis en place partout. C'est ce qu'on appelle les retraites progressives. Alors c'est des dispositifs qui ont quasiment disparu, mais qui existaient autrefois. Où les personnes... coûteux, hein, soit dit en passant. C'est très très coûteux, oui. Mais les personnes avaient un maintien de
salaire, mais voyaient leur activité diminuer en fait au moment où elles s'approchaient de la retraite dans les années précédentes. Alors ça variait selon les groupes, mais voyaient leur activité diminuer. Donc elles se préparaient à une inactivité. Donc l'avantage, c'est que du coup la transition n'est pas trop brutale, hein, et cette phase où elles vont se désengager, se désadapter du travail, entre guillemets, gentiment, peut leur permettre aussi de se préparer, de faire un peu d'introspection, de prendre un peu de recul et de dire, voilà, il faut que je fasse autre chose. C'est pour les personnes qui ont envie de faire autre chose, et soit de faire un cumul emploi-retraite, soit de travailler dans de l'associatif, de travailler bénévolement, soit d'investir leur vie familiale, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc. etc. Mais la réforme des retraites ne prévoit pas véritablement ce type de dispositif Pas à ma connaissance. Non, pas à ma connaissance. Mais c'est vrai que dans une transition brutale, on est un peu mis face au vide. On avait plein de choses à faire et un rôle social, on n'en a plus, et il faut reconstruire, mais reconstruire dans l'urgence, c'est pas facile. Donc ces dispositifs-là peuvent accompagner, mais simplement de repérer les gens qui sont prêts à partir à la retraite et puis de leur dire, écoutez, au-delà des dispositifs réglementaires, surveillance post-professionnelle, machin, de dire, voilà, tu vas partir dans 1 an, 2 ans, comment ça va, comment tu vois les choses, etc. On peut faire des entretiens, on peut envisager d'en parler lors du dernier entretien professionnel, voilà, et de dire, voilà, il faut savoir que ça peut avoir des conséquences sur la santé. Donc, peut-être réfléchir là-dessus, parler à ton médecin, peut-être voir le médecin du travail une dernière fois, ce serait bien. Voilà, ce genre de. Et ça s'anticipe, hein, ça aussi c'est le mot d'ordre. Ça s'anticipe. Coralie, vous souhaitiez compléter peut-être la réponse ou... Non, c'était déjà bien complet. Oui, elle était bien complète. Il y a dans les grands groupes, il y a des temps aussi où les salariés peuvent aller travailler comme bénévoles dans des structures pour observer, en tout cas identifier peut-être d'autres activités pour pouvoir se projeter plus facilement, mais effectivement ça c'est dans des grands groupes. Dans les PME et TPE que vous accompagnez, c'est moins fréquent, c'est plus compliqué à mettre en place. Une dernière question, peut-être, j'en ai une dans la salle, je ne sais pas s'il y en a aussi, non il n'y en a pas sur le chat. Bonsoir, on a suivi donc tous ces débats où vous vous exprimez surtout sur la santé des seniors salariés. On voudrait savoir si vous avez fait des études aussi pour la santé des seniors qui sont dirigeants, artisans, commerçants, et soit dirigeants, mais qui rencontrent ces mêmes problématiques à l'âge senior. Alors vous ne posez pas la question par hasard, hein, Laurence, puisque vous êtes justement dans une association qui s'occupe de cette problématique des dirigeants en difficulté. C'est Rebond 35. Voilà, ça c'est dit. Qui va répondre, le docteur Bonnet? Alors c'est une excellente remarque, c'est une excellente question. C'est vrai que c'est un enjeu très très important. Ce que je peux simplement dire sur le plan du fonctionnement des services de santé au travail maintenant, réglementairement, avant ça se faisait de façon informelle, mais un peu à la bonne franquette. Maintenant c'est formel, ça a été formalisé par le droit. Les dirigeants, les indépendants, sous réserve d'une cotisation pour eux-mêmes aussi, hein, mais peuvent bénéficier d'une offre dite une offre spécifique à leur attention par les services de prévention et de santé au travail. C'est-à-dire qu'ils peuvent prétendre à bénéficier d'un suivi comme leurs salariés. Et ça, c'est vrai pour les indépendants, même qui n'ont pas de salariés d'ailleurs, pour les indépendants, les chefs d'entreprise, etc., etc. Tous peuvent bénéficier de... À qui on s'adresse pour cela ? Il faut s'adresser au service de santé au travail. En général, c'est le service interentreprise le plus proche de chez soi, de sa zone. SIE, c'est ça. Voilà, on peut interroger un service plus loin, mais ça n'a pas de sens. Jouer la proximité, c'est mieux. Voilà, c'est plus simple. Et on peut prétendre à bénéficier. Et pour tous les employeurs qui sont déjà adhérents, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent demander aussi. Visiblement, c'est un droit qui n'est pas tellement connu et tellement sollicité. Je me trompe ? Non, parce que, alors, d'une part, c'est lié à la réforme récente, donc ça fait que 2 ans maintenant que c'est en place. Hein, donc il faut le temps de la santé au travail, août 2021. Exactement. Donc il faut le temps que ce dispositif décolle, que les services peut-être fassent plus de communication à ce sujet.
Et les quelques données disponibles sur les populations des employeurs, qui sont des populations soumises à énormément de stress, de toute nature, mais énormément de stress, parce qu'eux, pour le coup, ils jouent leur vie en général. C'est vrai pour les salariés, mais pour les employeurs, il y a des contraintes émotionnelles qui sont particulières au rôle d'employeur, et des contraintes de charge mentale qui leur sont un peu spécifiques. Et le fait qu'ils soient en bonne santé, c'est important pour eux, mais c'est important aussi pour la structure, pour l'établissement. Ça, on le voit aussi très concrètement quand ça dévisse de leur côté, ça dévisse aussi dans l'établissement. Et souvent, ils ont tendance à négliger leur santé. Alors même que c'est un ingrédient de la réussite de leur activité. De leur établissement, exactement. Mais ils ont tendance à négliger leur santé, ça sur ou à la faire passer au second plan. Ou alors, voilà, dans la hiérarchie, c'est clair que ce sera pas prioritaire. Jusqu'à ce que ça se rappelle à leur bon souvenir, souvent de manière brutale. Jusqu'à qu'ils fassent un burn-out par exemple, qu'ils décompensent, que ce soit trop, et dans ce cas-là on doit les ramasser à la petite cuillère, et c'est quand même très compliqué. Donc je pense qu'à terme ce genre de choses, cette idée de faire attention à sa santé va infuser aussi auprès des employeurs, d'autant qu'ils ont un certain nombre d'organismes qui s'intéressent à leur situation. Alors j'ai un nom d'une structure qui en tête, mais je n'arriverai pas à la retrouver là. Enfin, il y a des structures qui s'en préoccupent. On ne s'en préoccupe pas assez, ça c'est certain. Maintenant, ça commence à changer avec cette ouverture auprès des services santé au travail. Il faut qu'il y ait de la communication là-dessus, il faut qu'ils s'en saisissent, et il faut que ce switch entre, certes, mon établissement, mon entreprise, mon affaire, c'est très important, mais il faut aussi que je fasse attention à ma santé. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer positivement. Il n'y a pas de raison. Si ça a infusé dans l'esprit des salariés, ça infusera dans l'esprit des employeurs. Ça, je le pense. Mais il faudra sans doute encore un petit peu de temps. Voilà. Mais la principale modification, c'était ce changement de paradigme au niveau des services de santé au travail. Et j'encourage tous les employeurs qui ont un doute sur leur situation ou qui simplement veulent se saisir de ça, à s'en saisir. Et ça peut être intéressant. Eh bien, le message est bien passé. Merci beaucoup, Dr Bonnet. On arrive presque au terme de cet échange. Avant d'accueillir Fabienne Collat pour une petite conclusion, peut-être un dernier mot de chacun d'entre vous par rapport à cette problématique. On a fait avancer la compréhension d'un sujet, Fabienne Collat le disait en introduction, un sujet complexe, effectivement, parce qu'il percute beaucoup de sujets, beaucoup de dimensions. S'il y avait un dernier mot, chacun, peut-être un conseil à partager, une incitation, le Dr Bonnet vient de le faire dans un domaine spécifique, que vous aimeriez porter à connaissance de celles et ceux qui nous écoutent et nous suivent pour mieux prendre en compte cette question de la santé des seniors et de leur maintien au travail. Qu'est-ce que vous aimeriez partager? Et puis on accueillera Fabienne dans quelques instants. Qui veut commencer? Coralie Guillou, Aract, Bretagne. De bien voir dans quelles conditions est réalisé le travail pour les maintenir en emploi le plus longtemps possible et dans des bonnes conditions. Voilà, et ça, on peut s'appuyer justement sur vos équipes et votre savoir-faire collectif pour y parvenir. Merci beaucoup. Benoît Cafaro, je l'ai Tribord. pas vu venir la question. Non, moi non plus, elle m'est venue comme ça. Non, la réussite, je pense que c'est les choses que j'évoquais tout à l'heure. La réussite du maintien, elle se fera si il y a concertation, si c'est intégré dans l'équipe. Alors évidemment, si tout le monde a le même âge dans l'équipe, c'est un peu compliqué. Mais voilà, dans une équipe mixte, évidemment, c'est compter sur l'esprit collectif de l'équipe pour faire en sorte que chacun puisse, avec ses compétences, évidemment, ça c'est la base, mais du coup avec ses capacités qui sont différentes en fonction de son âge éventuellement et de son vécu professionnel, de son parcours professionnel antérieur qui a fait qu'on a eu des situations de vie plus ou moins compliquées, que dans la constitution de l'équipe, chacun apporte ce qu'il a apporté pour que tout le monde y trouve sa place. Merci beaucoup. Allez, dernier mot avec vous, docteur Thomas Bonnet. Oui, je vais essayer de pas faire trop long. Très court, vraiment. C'est d'un mot, une idée, une envie. Vous avez déjà donné quelques pistes. Est-ce que sur ce sujet-là, des rendez-vous peut-être dans les prochains mois? Alors, juste rappeler que le maintien au travail de la population des seniors en particulier, c'est quelque chose qui sera
dans les années qui viennent qui sera inévitable, qui va se produire. Mais ce sera quelque chose de les maintenir dans de bonnes conditions de travail, des conditions de travail qui préservent leur santé. Et plus on avance en âge, plus c'est vrai, ce sera extrêmement difficile. Un point de vigilance, donc. Et oui, et les contre-mesures prévues par la réglementation, notamment vis-à-vis des services de prévention et de santé au travail, ne seront pas suffisantes. Moi, je vous le dis, c'est clairement. En tant que telles, intrinsèquement, elles ne seront pas suffisantes. Donc, ça réclame vraiment le travail collectif de l'ensemble de la société. La société en tant que société, de valoriser le travail des seniors, mais de bonne façon. Et d'arrêter de rappeler que les voisins travaillent tant d'années de plus ou pas. Comparaison n'est pas raison sur ce sujet. Voilà, la plupart du temps, c'est même pas vrai ou c'est biaisé. Donc voilà, faire très attention et pour les entreprises de réfléchir sur leurs conditions de travail, pour les préventeurs d'aller encore plus loin dans leur expertise et dans leur suivi et dans ce qu'ils proposent, et pour les travailleurs eux-mêmes, effectivement, d'essayer de favoriser un climat intergénérationnel un petit peu plus harmonieux. Mais c'est vraiment toute la sphère des sociétés. Je dirais c'est le monde du les limites de fonctionnement du monde du travail qui sont aussi impactées. Le cadre qui sont impactés, qui sont questionnés plus on augmente en âge et plus on insère les seniors dans le monde du travail. Merci beaucoup, Dr Baudet. Merci à tous les trois. On arrive au terme de cette émission. Oui, c'en est une puisque nous sommes captés et retransmis en direct avec vous pour le mot de la fin de cette. Vous êtes dur, hein. Non, je suis pas dur du tout. Je pense que c'est important que vous puissiez nous éclairer. Vous stressez jusqu'au bout. Pas du tout. Vous pouvez vous asseoir. Je vous laisse mon fauteuil si vous voulez. Qu'est-ce que je retiens ? J'avais envie de dire qu'il reste du travail à faire. Je trouve que j'ai entendu parler de bout de solution, d'adaptation timide, de prise de conscience. Donc je me dis qu'il reste quand même du travail à faire. Nous, en tant qu'acteurs de prévention, je vois bien qu'on a vraiment toute notre place. Et on continue, nous, à réclamer une véritable politique de prévention. On l'attend toujours. À un moment, il était question du virage préventif. Il n'a pas été négocié encore, le virage. On a un peu du mal à y aller dans le virage parce qu'on voit bien que qu'il faut agir le plus en amont possible, que finalement, si on veut que les personnes aillent jusqu'au bout, c'est dès le début qu'il faut apprendre à se préserver. Il y aura des rendez-vous justement de la mutualité française en Bretagne spécifiquement. Vous allez continuer, poursuivre ce travail de sensibilisation, d'éclairage de ces questions ? On va en tout cas poursuivre notre travail de prévention, donc ça c'est certain. C'est sûr qu'il y a aujourd'hui une problématique il y a une explosion des maladies cardiovasculaires par exemple. Je pense que ça a sûrement une incidence pour le maintien en emploi. Donc nous on va continuer à travailler ça. On s'intéresse aussi beaucoup à la santé des femmes, donc on a parler un petit peu effectivement des conditions différentes de travail au sein des entreprises. Donc, une vigilance particulière sur ce point. Voilà, puis on continue nous un petit peu à travailler tout ce qui va être les représentations, les préjugés. Il faut avancer aussi ça. Je pense qu'il faut aussi une politique du troisième âge, quelque chose autour de l'âge. Il y a quelque chose à faire pour donner une vraie place aux seniors. Reconsidérer la place des seniors, des comme on dit. Voilà, donc j'ai appris quand même au tout début, là, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit que peut-être grâce au recul de l'âge du départ en retraite, on allait être senior plus tard, peut-être. Donc je me dis tiens, on va peut-être gagner un petit peu en jeunesse. Voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Et puis dernière petite chose, moi je me dis aussi qu'il faudrait peut-être qu'on réinterroge la notion même de travail, qui est quand même très centrale dans notre société. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose à promouvoir que le travail ? Dans une logique de croissance infinie avec des ressources finies, c'est ça, oui. On a des questionnements aussi à se poser sur un enjeu sociétal. La mutualité française contribue à ces réflexions-là. Vous avez des propositions peut-être à faire aussi sur ces enjeux-là ? Là, tout de suite. Non, pas là tout de suite, mais en global. Voilà, bien sûr. Non, pas maintenant. Rassurez-vous, Fabienne. On vous sollicitera pour une autre table ronde. On va continuer à creuser le sujet. Mais je continue à dire que ça reste complexe. On en a la confirmation ce soir. C'est le dernier mot, la complexité ? On reste là-dessus ? Ouais, puis un grand merci parce que il faut aussi retenir quand même qu'on a des experts, qu'il y a des méthodologies, qu'il y a des leviers, qu'il y a des outils. Donc c'est peut-être la volonté qui manque finalement, une volonté politique. On espère
qu'on a pour faire réussi avancer tout ça. en tout cas à faire partager à travers ces témoignages et ces expertises l'idée que la question de la santé des seniors au travail était un sujet essentiel et qu'il allait prendre une place croissante dans les années qui viennent. Merci à toutes et tous d'avoir été attentifs jusqu'au bout. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis derrière leur écran. Il y aura la possibilité de revoir en replay, comme on dit en bon français, l'intégralité de cet atelier. Et très bonne soirée à toutes et tous. À bientôt.